la cité des Askia se reconstruit doucement mais sûrement. Les populations se remettent de leur traumatisme et l'administration se réinstalle. Déjà, les éducateurs et les agents de la santé ont repris du service, même si les défis restent nombreux. Nous ferons le point de la situation dans ces deux secteurs dans un instant. Le dossier de ce journal est consacré au logement à Bamako. Les locataires se plient aux lois des propriétaires et le secteur semble mal contrôlé. Notre équipe de reportage s'est penchée sur le sujet. Nous découvrirons en fin de journal les problèmes du secteur et la stratégie du gouvernement pour y faire face. Sport Football Ligue africaine des champions, le Diolibasé n'ira pas au 8e de finale. Les Rouges n'ont obtenu qu'un match nul, un but partout face aux Éthiopiens de Saint-Georges. Score insuffisant. Madame, Messieurs, bonsoir. En espérant que vous avez passé une bonne journée dominicale, je vous souhaite la bienvenue dans ce journal. Gao, la cité des Askia, se reconstruit doucement avec la reprise des activités dans les secteurs de l'éducation et de la santé, et ce, malgré les défis qui restent nombreux. Faisons l'état des lieux de ces deux secteurs avec nos envoyés spéciaux à Gao, Tchedje Kamara et Aloussene Touré. L'hôpital Hangadumbu Moulay de Gao est l'une des rares infrastructures de la région qui a fonctionné bon an, mal an durant l'occupation. Cependant, à l'instar des autres structures socio-sanitaires, il souffre de manque de médicaments et de personnel. Avec le système de gravité, vous constatez que ça a fait augmenter la fréquentation au niveau de l'hôpital et ça rend du coup l'insuffisance en médicaments. Mais ce qui est le côté intrant, pour l'imagerie, les laboratoires et autres, là aussi, on se trouve dans des difficultés parce qu'il y a des ruptures en intrants. Pourquoi? Parce que la demande est beaucoup plus forte et le partenaire, il est lent dans le système d'approvisionnement. L'autre problème, le ministre l'a dit, je pense que nous avons bon espoir, c'est par rapport au personnel. Il y a à peu près 149 ici qui y travaillent et il n'y a qu'à peu près 10% qui sont des fonctionnaires de l'État. L'éducation a également beaucoup souffert de cette parenthèse temporelle qui a vu les occupants saccager toutes les infrastructures et bouleverser les habitudes scolaires de la région. Mais aujourd'hui, l'espoir renaît avec la reprise en main par les services techniques de toutes les catégories d'enseignement. Tous les jours, nous recevons beaucoup d'enfants, si bien que dans les écoles aujourd'hui, les tableaux-bancs, il n'y en a pas. J'ai été dans une classe de première année à Sosokoira, une classe de 154 élèves, il n'y a aucun tableau-banc. Les djihadistes s'en servaient pour faire du bois de chauffe. Donc, matériel didactique également, des livres, il n'y en a pas. La collaboration avec les populations a permis beaucoup d'avancées dans le rétablissement de l'État. Désormais, sécuriser les populations ne demande que la présence de l'État à travers ses démembrements. Le retour des fonctionnaires serait, selon les habitants de Gao, un gage de sécurité et de sérénité. Où s'est rendue cette semaine une mission politique des Nations Unies. C'était pour y installer une base politique. Le ministre de la Défense du Niger, Mamadou Kadjouri, s'est également rendu lui aussi à Gao hier pour rendre visite au contingent nigérien. Il se dit fier du travail abattu par ces hommes sur le terrain. Envoyés spéciaux Daouda Sidiki Diarra et Massa Doumbia. Après le ministre français de la Défense et le président de l'Assemblée nationale française, c'est le ministre de la Défense du Niger qui est venu saluer et encourager les forces présentes à Gao. Je viens rendre visite à tous les militaires de la MISMA et des forces françaises qui sont là, mais particulièrement aux forces nigériennes qui sont là depuis un moment pour accomplir une mission. C'est aider nos frères maliens à libérer leur territoire de l'emprise des narcotrafiquants et des terroristes et à maintenir la paix, à sécuriser les personnes et les biens sur l'ensemble du territoire malien. En plus, Mamadou Kadjouri est venu apporter un message à ses compatriotes. Et je veux leur demander de continuer à se comporter de manière exemplaire, ce qu'ils ont fait jusqu'ici. Et je leur dirai que là-bas à la maison, nous les accompagnons avec nos prières quotidiennement.
L'Organisation des Nations Unies est dans la logique d'installer une base à Gao. Une mission politique vient de rencontrer le gouverneur dans ce sens. On a bien discuté comment on peut travailler avec le gouverneur et l'administration avec la reprise de ses fonctions ici. Aussi, on attend la relève de l'économie ici. Donc, on va voir comment ensemble on peut travailler pour vraiment voir un bon avenir pour la région de Gao. En tous les cas, les choses s'accélèrent pour que notre pays retrouve sa stabilité. Nous revenons sur l'agression perpétrée contre le médecin-chef du centre de référence de Tombouctou. Le docteur Ibrahim Maïga a été victime d'une attaque à son domicile vendredi dernier vers 14h. Pour en savoir plus sur cette affaire, notre reporter Adama Dimde a joint par téléphone le gouverneur de la région, le colonel-major Mamadou Mangara, que nous écoutons. Nous avons reçu l'information faisant état d'une agression perpétrée sur le médecin de centre de référence de Tombouctou en la personne d'Ibrahim Maïga. Alors, reçu de l'information au niveau de la prévôté, ils se sont portés sur les lieux, 4 gendarmes, pour en savoir plus. L'enquête est ouverte, mais on ne peut pas confirmer tout de suite qu'il s'agit d'une attaque par poignard, mais pour l'instant, en tout cas, le docteur a fait l'objet d'une blessure au cou, côté droit. Son oreille avait un peu de sang également dans la maison. Ils l'ont transporté à l'hôpital. Sa vie n'est pas en danger. Les enquêtes sont fortement ouvertes pour en savoir plus. Que pensez-vous de la sécurité sur place au regard des derniers événements à Tombouctou? Bon, les forces de défense et les forces de sécurité présentes, je vais parler seulement de l'armée et le groupement tactique interarmé qui est sur place en coordination avec les alliés français et également la prévôté, ils font de leur mieux pour assurer la sécurité des personnes et des biens. Donc à cet effet, alors ils font des patrouilles, ils tournent en ville, dès qu'il y a un événement, ils se portent sur les lieux et les militaires aussi font des ratissages race campagne pour au moins anticiper sur les événements. Alors pour l'instant, la situation est sous contrôle. Voilà, c'était le gouverneur de la région de Tombouctou qui nous expliquait les circonstances de l'agression perpétrée contre le médecin-chef du centre de référence de la ville. Le gouvernement a mis en place un dispositif efficace pour assurer le retour de l'administration dans les régions nord du pays avant la fin du mois de mai. Un budget est également adopté pour l'équipement de toutes les administrations en vue d'une bonne organisation des élections sur toute l'étendue du territoire national. Assurance donnée par le directeur général de l'administration du territoire, Bassidi Koulibaly, qui était l'invité de l'émission Actu Hebdo de ce dimanche. Écoutons-le. À la date d'aujourd'hui, nous savons que les autorités de Gao sont en place. Le gouverneur de Gao et puis ses collaborateurs sont dans la ville de Gao. Le préfet de Ménaka et ses collaborateurs se trouvent à Ménaka. L'année venait de même pour Ansongo. Bourem il sera dans l'époque parce que Bourem vient d'être nommé tout juste il y a 2 semaines. Donc le nouveau préfet, il est déjà à Gao, mais il va rejoindre incessamment la ville de Bourem. Il en est de même pour les autorités de Tombouctou, parce qu'à ce niveau, vous savez que les préfets, les gouverneurs sont sur place à Tombouctou. Ça est d'assurer que toutes les autorités s'installent avant. Et bien installées en plus. Et bien installées avec d'autres avant le mois de mai. Il y a un budget des élections qui a été adopté à notre niveau, qui prévoit, entre autres, bien sûr, l'équipement de toutes les administrations. Leur équipement à moyens logistiques et à moyens mobilier. Bien sûr, les infrastructures, on ne peut pas attendre aujourd'hui que toutes les infrastructures soient réalisées. À la date d'aujourd'hui, nous avons le matériel électoral à tous les niveaux, sauf au niveau des régions de Tombouctou, Gao et Kidal. Parce que ce matériel qui est là, il était disponible depuis 2012. Donc, au niveau de tous les cercles arrondissements, nous avons les urnes, les isoloirs. Nous avons tout ce qu'il faut pour faire les autres. Reste seulement les bulletins de vote. Bon, à Gao, Tombouctou et Kidal, bien sûr, le gouvernement va prendre des dispositions pour que le complément soit disponible ce mois d'avril et installé et mis en place au niveau de ces régions. Nous avons un gouverneur à Kidal, nous avons les autorités administratives, nous avons un préfet à Kessalit, nous avons un préfet à Bébara, nous avons un préfet à... Donc, les préfets, les sous-préfets existent. Donc, ils sont nommés, bien sûr, ils ne sont pas en place, en fait. Bon, et bien sûr, le gouvernement a pied d'eux. Pour que justement Kidal aussi, puisque les élections vont se faire sur l'ensemble du territoire national, donc Kidal ne sera pas exclu. Voilà, Bassidi Koulibaly qui était l'invité de Youssouf Touré ce midi dans Actu Hebdo.
De la situation du pays, il en a été également question lors de la célébration des 22 ans de l'Association pour le progrès et la défense des droits des femmes, APDF, qui a placé son anniversaire sous le signe de la solidarité avec nos sœurs déplacées et réfugiées, de la réconciliation et de la paix au Mali. Kadidia Toukone y était. Voici son reportage. 6 avril 1991, 6 avril 2013, cela fait 22 ans que l'Association pour le progrès et la défense des droits des femmes, APDF, se bat pour l'émancipation des femmes. Cette année, l'APDF a placé la célébration de son anniversaire sous le double signe, la solidarité avec nos sœurs déplacées et réfugiées, la réconciliation du vivre ensemble et la paix dans le nord du Mali. Pendant les 22 ans, il y a quelque chose qui est quand même concret. C'est le refus des femmes de subir la violence. Nous avons aussi mené des combats sur la participation des femmes dans les instances de prise de décision politique. On est dans un combat de promotion politique de la femme. Il faut qu'on y aille ensemble, les femmes et les hommes qui sont sensibles à la question femme. Après la prise des régions nord du Mali, l'APDF a accueilli dans son internat au sein de son siège plusieurs femmes déplacées. Celles-ci pratiquent des petits métiers comme la fabrication des savons et des aliments séchés, la couture, la teinture, etc. L'APDF a apporté une grande assistance aux femmes déplacées depuis que nous sommes arrivés. J'ai choisi spécifiquement le savon parce que j'aimerais quand même apprendre à fabriquer le savon et aller initier d'autres femmes au nord à mon retour. Le ministre de la Famille, de la Promotion de la Femme et de l'Enfant, tout en souhaitant un joyeux anniversaire à l'APDF, invite sa présidente à doubler d'efforts pour la protection et la défense des droits des femmes et qu'elle accordera toujours son soutien pour le combat des femmes. Hors de nos frontières, nous faisons un zoom sur les écoles coraniques au Sénégal. Si la plupart d'entre elles ne remplissent pas les conditions acceptables pour permettre aux élèves de bien apprendre le Saint-Coran, d'autres par contre veulent diversifier leur enseignement et améliorer leur image. Cela à travers l'informatique et les cours de français. Et pour les aider, les autorités ont décidé d'accorder des subventions au secteur. Nous sommes à Mbao, dans la périphérie de Dakar. Ces hommes sont des superviseurs venus inspecter une école coranique qu'on appelle Dahara au Sénégal. Le marabout Kebagay est à la tête de ce Dahara. Ici, les jeunes suivent des cours dans des locaux complètement insalubres. C'est le manque de moyens qui m'a contraint à squatter cet endroit. Quand on te confie des enfants et que les parents ne participent pas financièrement, tu es obligé de t'installer dans ce genre d'endroit. Les enfants vivent de la mendicité. Moi-même, il y a quelqu'un qui m'amène tous les jours un peu à manger par la grâce de Dieu. Son école pourrait bientôt fermer. Car depuis l'incendie d'un Dahara, début mars, qui a coûté la vie à 9 enfants, l'État et les ONG font la chasse aux écoles coraniques insalubres, où les enfants sont poussés à mendier pour eux-mêmes et pour leur marabout. Une école coranique doit être civilisée, propre et correcte. Ici, les enfants ne vont pas mendier, ce sont les parents qui subviennent à leurs besoins. Pour l'État, l'organisation de ce Dahara très moderne est idéale. Le président sénégalais Macky Sall a donc annoncé des subventions pour 500 écoles coraniques. Des aides qui visent aussi à lutter contre le problème lancinant de la mendicité des enfants des rues à Dakar. Tout de suite, l'essentiel de l'actualité en bref et en images avec le marathon de Paris. 50 000 coureurs y participaient. L'Afrique était à l'honneur à l'arrivée avec chez les dames une Éthiopienne et chez les messieurs un Kényan. À voir aussi les soldats ivoiriens qui se préparent à rejoindre notre pays dans le cadre de la MISMA et tout de suite politique en Centrafrique avec les rebelles qui s'installent au pouvoir. En Centrafrique, les rebelles prennent officiellement le pouvoir. Le nouvel homme fort du pays, Michel Djotodia, ordonne la création d'un conseil supérieur de transition, le CST. Il y aura 97 sièges répartis entre la rébellion Séléka, les partis politiques, les différentes confessions religieuses et la société civile. Ce conseil devra désigner le président de la République pour une période de 18 mois et soumettre un projet de constitution au peuple. Manœuvre grandeur nature à Lomo, à 200 km au nord d'Abidjan. Ces soldats ivoiriens se préparent à partir au Mali après 2 mois de formation avec les militaires français.
Les soldats des FRCI sont des gens qui ont l'unité de vouloir apprendre, qui apprennent vite et qui se donnent. Et qu'au bilan, quand on voit un exercice comme celui-là, qui est un exercice compliqué, qui est un exercice d'envergure, eh bien, je considère que l'objectif est atteint et qu'aujourd'hui, eh bien, individuellement et collectivement, ils sont prêts à partir. 250 soldats ivoiriens doivent bientôt rejoindre la MISMA. La force africaine déployée au Mali compte déjà 6300 militaires ouest-africains et tchadiens. 37e marathon de Paris sous un soleil glacial. Pas très réchauffé mais motivé, près de 50 000 coureurs ont pris le départ. Une affluence sans précédent. Comme à leur habitude, les Kenyans et les Éthiopiens ont dominé les 42 km de course. Et c'est le Kenyan Peter Soum qui franchit la ligne d'arrivée le premier. Cet outsider crée la surprise avec un chrono de 2 heures, 5 minutes et 38 secondes, améliorant ainsi son record personnel de 3 minutes. Autre surprise, cette fois chez les dames, l'Éthiopienne Boruta Dessé se classe première. Avec un temps record de 2 heures, 21 minutes et 6 secondes, elle bat la favorite kenyane, Eunice Kirwa, arrivée 3e. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Tiemon Hubert Koulibaly, a signé aujourd'hui avec son homologue turc des protocoles d'accord de coopération dans les domaines de l'emploi et de la formation professionnelle, accord sur l'élaboration rapide d'un plan d'action d'urgence portant sur les domaines de l'agriculture, de l'énergie et des transports, l'octroi par la partie turque de bourses de perfectionnement au profit de cadres du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, l'attribution de bourses d'études à de jeunes Maliens dans les établissements universitaires turcs. La Turquie a également décidé de mettre à la disposition du Mali une part importante sur le montant de 200 millions de dollars qu'elle accorde annuellement aux pays les moins avancés. Le ministre de l'Énergie et de l'Eau, Makan Aliou Tunkara, était lui aussi à l'extérieur. Il était à Cotonou, au Bénin, où il a présidé la réunion des ministres en charge de l'hydraulique des États membres de l'UEMOA. La dite réunion portait sur la feuille de route de la Banque islamique de développement pour le financement de 1600 forages au profit des États membres de l'Union. Et puis sachez que la diaspora malienne pour la paix et le développement du Mali, en fait, c'est le thème d'un séminaire devant se tenir dans la salle de fête à Montreuil, en France, le 10 avril prochain. Le ministre des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine, Maître Demba Traoré, à la tête d'une délégation, s'envole ce soir pour Paris à l'invitation de son homologue français délégué au développement, Pascal Canfin. En marge de ce séminaire, le ministre Traoré rencontrera la communauté malienne. Les échanges porteront sur la mise en œuvre de la feuille de route et le point des préparatifs des futures élections. Le comité de suivi pour la mise en œuvre du projet ACI 2000 était devant les populations de la commune 4 hier samedi. C'était pour leur expliquer l'importance du projet. C'est ce qu'a déclaré le maire de la commune 4, Moussa Mara, que nous écoutons au micro de Mamoru Sidibé. L'Assemblée générale de ce matin, qui a regroupé les habitants de la commune 4, les habitants de l'ACI, les entreprises qui sont présentes dans l'ACI, avait pour objet de créer officiellement et de mettre en place les structures qui vont gérer le grand projet ACI 2000, où nous allons engager pas moins de 1,580 milliard de dépenses pour des activités d'assainissement, d'éclairage public, de lutte contre les inondations, de soutien à l'emploi des jeunes et de sécurité dans notre commune, dans l'ACI et ailleurs dans d'autres quartiers de la commune. Donc aujourd'hui, nous avons réuni ces acteurs-là pour que, il y a 6 mois, le mandat qu'ils nous ont donné, qu'ils constatent que ce mandat a été mené à bien, et donc ils donnent l'onction nécessaire pour que l'établissement public qui a été créé, qui a une première au Mali, puisse avoir l'élan nécessaire avec son conseil d'administration qui a été mis en place pour porter ce projet et réaliser les activités dont les populations attendent beaucoup. Et est-ce que vous avez une piste de solution pour le recouvrement de ces sous ? Aujourd'hui, on compte sur la générosité et l'esprit de solidarité des exploitants de l'ACI. C'est l'originalité du projet. Le projet, il n'y a pas de taxe qui est instituée pour le financer, il n'y a pas d'impôt qui est institué.
Demain, 8 avril, c'est la journée nationale des communautés roms dans le monde. Les Roms, ce sont ces populations qui vivent de façon sédentaire et qui sont très souvent victimes d'incompréhension et de discrimination. Dans le cadre de leur journée, Amnesty International Mali a organisé une table ronde pour dénoncer les formes de discrimination dont sont victimes les Roms. Faisons le point avec Fademba Keita. Ce sketch joué par les jeunes d'Amnesty International plaide la cause des Roms. Les Roms constituent une communauté estimée à plus de 6 millions de personnes victimes de discrimination dans les États membres de l'Union européenne. Chaque année, des milliers de Roms sont expulsés de force de leur maison. Pour l'organisation internationale, leur traitement est un véritable scandale des droits humains. Malgré la dynamique des droits de l'homme, ils n'ont pas connu d'amélioration de leur situation. La transition est aussi toute trouvée par les initiateurs pour parler des litiges fonciers et des cas d'expulsion forcée dans notre pays. Pour les responsables d'Amnesty International Mali, cette table ronde fait partie des missions premières de l'organisation. C'est encore le plaidoyer, appuyer ces organisations à mener les actions pour qu'ils rentrent dans leurs droits. Parce qu'on sait que les expulsions, c'est vraiment contre les droits humains. Amnesty International Mali estime que la Commission européenne a la compétence, la responsabilité, mais aussi l'obligation de garantir le respect des 2 directives adoptées en 2000. Elles visent à lutter contre la discrimination fondée sur la race, l'âge, le handicap. Le Conseil régional de Koulikoro et la coopération technique belge viennent de lancer 3 chantiers de développement dans les cercles de Dioïla et de Kangaba. Il s'agit de la construction de 3 ponts et de la réhabilitation d'une route dans le Mandé. Le montant total de ces réalisations s'élève à plus de 300 millions de nos francs pour un délai d'exécution de 6 mois. Fousseni Tonkara nous en parle. 3 ponts, respectivement à Tizana, Massiki et Sanankoro dans le secteur de Dioïla, la réhabilitation du tronçon Minindjan 40 dans le secteur de Kangaba constituent les réalisations dont les travaux ont été lancés par le président du conseil régional de Koulikoro. Ces ouvrages sont financés à plus de 316 millions de francs CFA par la République de Chypre à travers la coopération technique belge. Une fois opérationnelles, ces actions de développement soulageront considérablement les populations bénéficiaires. Il permettra aux populations des communes voisines de rallier dans les meilleures conditions le marché hebdomadaire et facilitera aussi les conditions d'études des élèves qui avaient comme obligation de contourner leur établissement de 2 km afin d'y accéder en période d'hivernage. L'initiative s'inscrit dans le cadre du programme de réalisation d'ouvrages de franchissement dans la région de Koulikoro, un programme qui est à sa 2e phase. Ce PROFCA a été inscrit alors en bonne place, compte tenu de la demande forte de nos communautés à la base. Dans toutes les localités où nous avons passé, les populations dans l'ambiance totale ont remercié le conseil régional de Koulikoro avant de promettre de prendre à bras le corps ce projet. Partenariat entre l'APEJ et l'IPR-IFRA. Les 2 structures viennent de signer une convention à cet effet et ont organisé ensemble une journée avec comme activité principale une conférence débat. Le thème portait sur la sensibilisation à l'approche haute intensité de main-d'œuvre. Le reportage est de Koumba Sissi. C'est dans le cadre d'une franche collaboration entre structures de formation et celles de promotion de l'emploi que l'Agence pour la promotion de l'emploi des jeunes APEJ a tenu cette conférence dans l'amphithéâtre de l'IPR-IFRA de Katibougou. Une conférence qui se veut un cadre d'informer et de sensibiliser les élèves étudiants et le corps professoral sur le concept HUMO, haute intensité de main-d'œuvre. Aujourd'hui, la tendance est qu'on puisse informer et sensibiliser les élèves et les étudiants et leur faire comprendre que ce potentiel-là existe, ils ne cherchent qu'à être exploités et c'est à eux de le faire. En le faisant, ils contribueront à résoudre le problème d'emploi à leur propre niveau. Ensuite, ils pourront aussi créer des emplois pour d'autres jeunes ou en tout cas pour les jeunes ruraux qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école et d'avoir des diplômes comme eux. Sur place, la direction de l'APEJ et celle de l'IPR-IFRA de Katibougou ont procédé à la signature d'une convention de partenariat. Cette journée de l'APEJ à Katibougou a permis à l'équipe de Sinadamba d'exposer les acquis de sa structure aux futurs jeunes entrepreneurs de Katibougou. Il s'agit des travaux exécutés par l'APEJ dans l'approche HUMO.
notamment le pavage des roches, la réalisation des chantiers écoles, entre autres. En remerciant les deux parties, APEJ et Hyper Ifra de Katiboukou, le représentant du gouverneur Wenege Diarra s'est dit optimiste. Nous vous annoncions il y a environ 10 jours dans notre journal la naissance de sextuplés dont 3 ont survécu. L'association des femmes du camp militaire de Kati a été touchée par cette histoire. Elle s'est rendue hier à l'hôpital Gabriel Touré pour apporter du lait, du sucre, du savon et une enveloppe symbolique aux parents des bébés. Tchemoko Konaté était de la visite. Voici son reportage. L'association des femmes du camp militaire de Kati en visite au sextuplé à l'hôpital Gabriel Touré. C'est pour apporter son appui aux parents des bébés à travers ces dons composés du lait, du sucre, du savon et d'une enveloppe symbolique. L'initiative a été possible grâce au concours du président du comité militaire de réforme et de suivi des forces de défense et de sécurité, le capitaine Amadou Aya Sanogo. Le jour où on a entendu qu'une femme vient de naître 6 enfants, ça nous a beaucoup touchés. On a été voir le capitaine Amadou Aya Sanogo pour une aide à ces enfants-là. L'engagement du capitaine, il tient à chaque fois qu'il ait une opportunité de donner d'autres cadeaux à cette famille-là. Depuis notre arrivée ici, la prise en charge est assurée par l'État. Ce geste du capitaine Sanogo ne nous surprend point. Les visiteuses du jour promettent d'autres actions humanitaires à l'endroit de ces sextuplés dans les tout prochains jours. Voilà, longue vie aux bébés et à leurs parents. Nous ouvrons le dossier de ce journal consacré au logement à Bamako. En général, les locataires de maisons se plient aux lois des propriétaires et promoteurs des agences immobilières qui constituent un intermédiaire. Ce secteur qui aurait pu contribuer favorablement à l'économie du pays semble mal contrôlé. Le gouvernement, dans sa stratégie de lutte contre la pauvreté, s'est engagé dans une politique de promotion de l'habitat. En dépit de cela, les populations moyennes restent toujours dans le besoin de logement. Pour mieux comprendre la situation, notre équipe de reportage, dirigée par Garibou Pérou, a mené une enquête dans le district de Bamako suivant. La vie du locataire à Bamako constitue un véritable calvaire. Calvaire parce qu'il faut s'attendre à des déménagements fréquents et inattendus. On se demande quelquefois s'il existe même des textes régissant le logement. La réalité qui est aussi le paradoxe, c'est que ni le prix élevé ni le comportement peu humain de certains propriétaires, les coxers, les agences spécialisées ou autres trouvent quand même un preneur des maisons. Nous agissons souvent en tant que mandataires, ce qui fait que nous avons les biens d'autrui en gérance. Et nous tenons aussi à respecter les conditions souvent posées par ces propriétaires-là. Dans le contrat, il est stipulé pas mal de clauses, parmi lesquelles on peut citer surtout le loyer mensuel, parce que c'est ça qui nous intéresse terriblement. Nous, on n'impose pas de prix sur un immeuble. Tout ce que nous faisons, c'est-à-dire il y a une rémunération de 10% pour nous, c'est ce que nous gagnons sur le loyer mensuel. Il y a une loi qui dit que le loyer mensuel ne doit pas dépendre surtout les 11%, en tout cas du montant global que le propriétaire a injecté pour ériger sa maison. Les 11%. Donc tel n'est pas respecté. Le logement est devenu par ailleurs un fonds de commerce. C'est pour cette raison que les propriétaires des maisons rencontrés au cours de notre enquête n'ont lâché un mot. La question au contraire les dérange. Pourtant, les cautions et les prix des loyers augmentent. Le salaire du Malien est très bas et les maisons qui peuvent être à leur disposition, le prix de ces maisons-là sont relativement élevés par rapport donc au salaire. Le problème de logement à Bamako est très délicat parce que la location n'est pas facile du tout. Même si tu payes régulièrement ta location, des fois si tu as eu quelques problèmes avec le propriétaire, tu as des problèmes. Bamako oblige ses habitants à de nouveaux comportements liés aux différents critères dictés souvent par les propriétaires des maisons. Dans la sous-région, la location c'est en fonction du mètre carré. Ici, les propriétaires ils viennent pêle-mêle, ils donnent leur prix et on accepte. Que la maison soit donnée ou qu'il refuse de donner sa maison à un célibataire ou qu'il pose des conditions, je crois que c'est quelque chose qui engage en fait le propriétaire. Mais dans tous les cas,
le secteur de l'immobilier et surtout de la gestion immobilière au Mali a besoin d'être encore structuré. L'État doit avoir une bonne politique de logement pour pouvoir combler tout cela. Je crois qu'il faut une bonne planification. La planification, ça englobe plusieurs secteurs. Il y a ceux qui font les plans de développement, notamment les services du plan, en ce qui concerne l'évolution de la population d'une manière générale, et par rapport au plan même d'aménagement du territoire. Pour résoudre les problèmes de logement, l'État a mis en place des politiques d'habitat. On peut dire que les divers types de morcellement sont à l'origine de ces politiques. Les 4 types de parcelles d'abord. Nous avons les parcelles sociales qui font 200 mètres carrés, les parcelles économiques de 200 à 250 mètres carrés, les parcelles standards, ça varie de 250 à 300 mètres carrés, les parcelles type villa varient plus de 300 mètres carrés. Les différents types de logements, nous avons les logements très économiques, nous avons les logements économiques, les logements moyen standing et les logements standing. Les Bamakois sont attirés par le centre-ville. Cette concentration des populations, soit pour vivre de plus près des services indispensables, soit pour échapper au goût des transports, accentue elle aussi les problèmes de logement. Les prix des maisons ou des logements varient la plupart du temps en fonction de la position. Les zones à forte activité économique coûtent plus cher. Alors que vous pouvez trouver des maisons bien construites, mais si c'est loin des centres, c'est des maisons qui peuvent revenir moins chères. Donc, je crois que par rapport à ce problème, la réflexion doit être menée à plusieurs niveaux. Pas facile d'être locataire à Bamako. Sport football, Ligue africaine des champions, fin de course pour le Djoliba AC. Cet après-midi, les Rouges ont été accrochés un but partout par les Éthiopiens de Saint-Georges, déjà victorieux à l'aller, 2-0. Sirakato Sissé nous résume le match. Djoliba AC Saint-Georges d'Éthiopie. Match de vérité pour les Rouges afin de poursuivre l'aventure africaine. Tout laisse à croire que les exploits antérieurs galvaniseraient la troupe. Le Djoliba a d'entrée de jeu posé son empreinte sur la rencontre. À la 27e minute, au prix d'un pressing haut, Janvier Abouta récupère le ballon et centre pour Samba Diallo. L'international junior d'une tête piquée par le portier éthiopien. 1-0 score à la mi-temps. C'est la folie dans les gradins. Du retour des vestiaires, le Djoliba est relâche. Sur un corner, le capitaine de Saint-Georges, Diego Debébé, prolonge le cure avec une facilité déconcertante. 1-1. Nous sommes à la 55e minute. Silence de mort au stade Modibo Keïta. Un but lourd de conséquences pour les Rouges. À ce moment précis, le Djoliba devait marquer 3 buts supplémentaires pour accéder en 8e de finale. Les Éthiopiens ont géré le duel jusqu'au coup de sifflet final. On ne voulait pas s'arrêter à ce niveau. Bon, c'est la loi du sport, on est obligé d'accepter ça. Donc, maintenant, c'est à nous de relaver la tête et puis de voir vers l'avant parce que c'est très difficile à digérer, mais c'est notre job, donc c'est obligatoire d'accepter cette défaite et puis ça continue, quoi. On est venu en jouant à la défensive, on était serein. Notre problème c'était de défendre en espérant qu'on ne va pas encaisser. Malheureusement, en première mi-temps, on a pris un but, on n'a pas baissé les bras, on a continué à pousser. Dieu merci, nous avons marqué un but et nous étions déjà sûrs que là, on ne pouvait plus en prendre. Et même si on en prenait, on ne pouvait pas perdre nos matchs. Le parcours du Djoliba s'arrête en 16e de finale. Un grand coup vient d'être raté. Le week-end a été particulièrement dur pour nos clubs engagés. L'US Bougouni et les 11 caractères de Nyarela sont éliminés de la Coupe de la Confédération. Ils sont rejoints par le Djoliba AC en Ligue des Champions. Seul le Stade Malien de Bamako a obtenu sa qualification avec brio pour les 8e de finale. Les Blancs affronteront les Camerounais de Cotosport de Garoua. Match aller les 19, 20 et 21 avril.
La littérature malienne s'enrichit avec la parution de 2 romans. Le premier est intitulé « Sécurité alimentaire et organisation agricole et rurale au Mali » de Abdoulaye Keïta, ingénieur d'agriculture et du génie rural. Le livre traite des relations complexes entre sécurité alimentaire et organisation agricole et rurale sont développés. Ce sont donc des thèmes développés dans ce livre. Le second roman est intitulé « Les héros du destin de Amadou Keïta, docteur en droit et en sciences politiques ». Il nous raconte la vie de 2 jeunes diplômés en quête d'emploi. Les 2 romans sont disponibles dans les kiosques. Voilà, ce journal s'achève. Merci de votre attention. Demain, retrouvez à 10h et à 13h Sira Batili. Et le soir, Nyanya Alou Traoré. Merci à vous de visiter notre site www.ortm.ml et merci de rester sur l'ORTM. Nos programmes se poursuivent avec tout à l'heure votre émission. La grande interview reçoit donc ce soir le ministre de l'Action humanitaire, de la solidarité et des personnes âgées, Dr Mamadou Sidibé. Dans ce face-à-face, Baba Dagamaïssa, Dr Mamadou Sidibé. Il est question essentiellement de la gestion des aides humanitaires et de l'organisation du retour des réfugiés et déplacés des régions du nord du Mali. La grande interview, c'est tout à l'heure après l'émission Ensemble pour un Mali indivisible. Bonne suite de programme à toutes et à tous sur l'ORTM.